La méthode spin selling, est-ce que c'est réellement le Graal pour toutes les personnes qui vendent des produits ou des services en high ticket, donc à plusieurs milliers d'euros, ou alors c'est des techniques complètement obsolètes et qui sont complètement dépassées par l'air du temps, parce que c'est quand même un livre qui est paru il y a près de 40 ans, donc on a le droit de se demander, est-ce que toutes ces personnes qui en parlent sont en train de se branler et de kiffer ça sur un livre qui est complètement obsolète, ou alors justement c'est un livre et une étude qui a complètement révolutionné le monde de la vente en high ticket et c'est complètement devenu limite intemporel. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de t'expliquer concrètement comment utiliser cette méthode, à quoi sert cette méthode, comment l'améliorer pour ton propre business, j'aimerais quand même te remettre un petit peu de contexte. On est dans les années 1970 et l'entreprise IBM et Xerox ont remarqué qu'ils ne font pas assez de ventes, ce qu'ils appellent complexes, mais en réalité, ce sont des ventes en high ticket à plusieurs milliers d'euros. Et donc, à ça, ils se demandent, merde, comment on fait pour booster nos ventes en high ticket? Comment on fait pour améliorer nos équipes de vendeurs et qu'ils deviennent beaucoup plus performants et donc augmenter leurs ventes? Et donc c'est à peu près à ce moment-là qu'ils rencontrent donc Neil Rackham, qui lui est un expert en psychologie et qui vend son temps, qui vend son consulting à des entreprises. Et donc c'est à ce moment-là qu'il lance une étude, je dis bien scientifique, je te parle pas juste de QCM, de sondage ou de je sais pas quoi, c'est une étude scientifique qui a mobilisé plus de 30 chercheurs, ils ont analysé plus de 10 000 vendeurs, 35 000, appels analysés, et pour un coût total, tiens-toi bien, de 9 millions d'euros actuels d'injectés dans cette étude. Ok, donc c'est pas une petite étude, on comprend aussi pourquoi c'est devenu la référence du coup pour vendre en high ticket, pour faire des ventes complexes comme ils appellent ça, mais encore une fois c'est des ventes en high ticket. Et ils ont tiré cette étude dans plus de 23 pays, enfin 23 pays en fait, exactement. Donc c'est quand même une étude à très très grosse échelle qui nous a permis d'avoir pour la première fois dans les années 70 de réelles data scientifiques pour améliorer et booster ses ventes en high ticket. Pour te situer un peu et t'expliquer pourquoi moi j'étais perplexe au début avec cette technique, parce que dans les années 1970 jusqu'à 1980, parce que l'étude a duré 12 ans, on est quand même à une époque où une maison aux États-Unis coûte entre 20 000 et 50 000 $. On est à une époque où Warren Buffett, il a même pas encore pété le milliard. On est à cette époque-là. Internet n'existe pas, la vente en ligne n'existe pas. Donc on est à cette époque-là, tu vois. Et donc on a le droit de se demander, voilà, est-ce que tout le monde se branle sur ce livre alors que l'étude, elle a commencé il y a 50 ans? Il s'en est passé des choses en 50 ans. Évidemment qu'on peut se demander si les techniques sont encore obsolètes ou si justement ils nous ont sorti la masterclass du siècle, l'étude du siècle qui est devenue totalement intemporelle. Et donc en 1988, donc le livre Spin Selling sort et ce livre-là, c'est vraiment un condensé, un résumé de l'étude qu'ils ont faite pendant 12 ans. Donc moi, tu l'as compris, aujourd'hui, le but, ça va vraiment être de te transmettre la valeur que j'ai apprise dans ce livre-là, de te transmettre qu'est-ce qui peut être utile, parce que si tu es là, c'est sûrement que tu cherches à avoir plus de clients pour ton business ou tout simplement que tu cherches à améliorer tes techniques de vente pour ton business en high ticket. Et donc aujourd'hui, je vais te faire un résumé de ce qui est considéré comme le plus grand livre ou un des plus grands livres dans la vente en high ticket et surtout dans la vente complexe, comme ils appellent ça. Donc spin selling, tu l'as peut-être compris, mais c'est un anagramme. Il y a le S, le P, le I et le N. Le S, c'est pour situation, ok? Je vais revenir en globalité et surtout en profondeur sur toutes les lettres. Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Le P, c'est pour problème. Le I, c'est pour implication, mais en français, ça pourrait se traduire par l'engagement, ok? L'engagement du client. L'engagement. Et le S aussi, situation, en français, ce serait plutôt le contexte, d'accord? Le contexte de ton prospect et le contexte dans lequel il est pour l'appel. Et le N, c'est pour need, payoff. Donc ces 4 lettres-là, maintenant, correspondent à la structure que tu dois adapter dans ton appel et surtout aux questions que tu vas devoir poser pendant ton appel de vente, pendant ton appel de closing. Donc il va y avoir des questions sur la situation, sur le contexte, je vais revenir en profondeur dessus. Bah tu sais quoi, on va le faire d'ailleurs. Donc les questions de situation, elles ont pour but d'avoir du contexte. Mais ce que dit le livre et ce que dit l'étude, et aussi ce que moi je te dis, c'est que premièrement, il faut vraiment pas passer beaucoup de temps dessus parce que tu risques de faire chier ton prospect, tout simplement, tu vas lui donner l'impression d'être dans un interrogatoire, et c'est tout simplement pas le but, parce que si tu commences de 1 à lui poser trop de questions, bah en fait, tu te gives de la valeur à toi, mais lui, pour l'instant, il en reçoit pas, il est juste dans un appel à répondre à des questions, donc c'est vachement chiant quand même pour lui. Et de 2, ce que moi je te dis, c'est que, c'est pas dit dans l'étude, puisqu'il n'y avait pas Internet à l'époque, mais maintenant, on est dans une ère où on peut avoir les informations qu'on veut. Donc, les questions de situation et de contexte, faut pas que ce soit des questions auxquelles tu peux répondre tout seul ou auxquelles tu peux avoir les réponses sur Internet ou sur son profil LinkedIn, Instagram. Ça, c'est super important parce que beaucoup d'entre vous le font en mode ok, qu'est-ce que tu fais comme business, depuis combien de temps tu fais ça, etc. Tu peux le savoir maintenant, ça grâce à Internet, t'as pas besoin. Ça fait chier, ça te fait chier toi et ça te fait chier ton client parce que il s'en fout quoi de répondre à ça, ça n'apporte rien à l'appel. Donc, et en plus, tu te discrédites. Genre, moi, tu me poses des questions auxquelles tu aurais pu répondre tout seul. Je
Je me dis: «Bah mec, t'as pas fait d'effort quoi, tu t'intéresses même pas à moi, c'est quoi le problème?» Donc évidemment, va pas chercher toute sa data, va pas rechercher ses relevés de compte, va pas sur société.com et cetera, que ça fait vraiment le mec qui s'intéresse un peu trop pour le coup. Mais voilà, il faut avoir une bonne balance, un équilibre. Et donc les questions de situation et de contexte, là, elles ont vraiment pour but d'être des préliminaires dans votre appel de closing ou tout simplement dans votre processus de vente. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir premièrement de la data importante que vous allez devoir noter, c'est important ça aussi. Et surtout, ça va pouvoir commencer à avoir une relation de confiance, c'est-à-dire que lui, il va pouvoir jauger si tu es pertinent, d'accord? Si tu lui poses des questions pertinentes, c'est à ça que ça sert aussi les questions de situation, c'est montrer que tu es pertinent, que tu vas pas lui poser des questions auxquelles tu aurais pu avoir les réponses. Donc ça va servir à être pertinent, ça va servir à commencer à établir une relation de confiance, voir ce qu'il peut te livrer, quelles informations il peut te livrer. Et une des choses aussi que le livre te dit et que l'étude te dit, c'est que il ne faut surtout pas réagir au moment de la situation, au moment des questions de situation. Tu ne réagis pas. Tu notes, d'accord, mais tu ne réagis pas. Parce que c'est possible que pendant les questions de situation, il te livre déjà des problèmes qu'il rencontre. Par exemple, il peut te dire, ouais, en ce moment, on est un petit peu en galère sur l'aspect conversion de notre tunnel de vente ou, je sais pas, on manque de marketing, etc. Il ne faut pas réagir. Il ne faut pas se dire, oh putain, c'est le moment d'attaquer. Ah oui, bah tu vas pouvoir régler tu vas pouvoir régler ton problème de conversion grâce à notre méthode ou je sais pas quoi. Non, il ne faut surtout pas faire ça parce que la méthode spin selling, elle est vraiment faite pour être faite dans l'ordre. Alors, on va revenir un petit peu sur ça à la fin. Tu vas pouvoir mixer un petit peu certaines parties, mais tu ne passes pas à l'étape d'après si l'étape d'avant n'a pas été bien exécutée ou en tout cas n'a pas eu le résultat attendu. Je ne sais pas si c'était clair, mais je pense que oui. C'est vraiment fait exprès. Ça s'appelle pas Nips ou Nipple ou je sais pas quoi. Ça s'appelle spin. Donc il y a une raison. Ok, il faut suivre l'ordre de la technique. C'est super important. Et pour essayer de comparer avec notre ère du temps, bah franchement, oui, je suis plutôt d'accord pour l'instant avec ce livre et avec l'étude. C'est que les questions de situation, les questions de contexte, effectivement, elles vont t'aider à montrer que tu es pertinent, à montrer que tu es peut-être quelqu'un de confiance, que tu connais ton sujet, que tu es à l'écoute. Donc pour l'instant, oui, c'est cohérent. Les questions de situation, c'est très important dans un appel de closing et dans un processus de vente. Le P de problème, bon, bah là, il n'y a pas de traduction nécessaire. Problème reste problème. Là, l'objectif, ça va vraiment être d'essayer de lui faire prendre conscience, même si ça va être vraiment dans l'implication, la prise de conscience, mais de lui faire dire pourquoi il est là. Et vraiment, c'est ce qu'on veut savoir. Pourquoi tu es dans cet appel? On veut savoir quel problème tu rencontres actuellement. Qu'est-ce qui fait que tu as besoin de mon aide? Qu'est-ce qui fait que tu as besoin d'un nouveau processus? Qu'est-ce qui fait, pourquoi par exemple ta page de vente ne convertit pas bien? Ou alors pourquoi ton closer close seulement 15% des ventes qu'il a, enfin des appels qu'il a? Et ce que dit le livre à ce sujet-là, c'est très intéressant d'ailleurs parce que enfin, j'ai trouvé ça très intéressant, très pertinent. Tu me diras, c'est une étude à 9 millions d'euros, donc j'espère bien que c'était pertinent. Mais c'est que dans cette phase-là, dans la phase de question de problème, eh bien, ton prospect va te livrer les problèmes qu'il rencontre. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il nous livre uniquement les problèmes auxquels on peut résoudre et auxquels on a une solution. Sinon, c'est un peu con quand même de se retrouver devant un prospect qui te dit j'ai ça comme problème, et toi tu te dis putain merde, mais je règle pas du tout ce problème dans mon programme, ou alors je peux pas du tout l'aider, parce qu'en fait tu auras forcément, la plupart des gens vont avoir, on va dire, un problème un petit peu de marketing, un problème de conversion, mais ils ont aussi un petit problème sur, je sais pas, leur page LinkedIn, ils ont un problème ici, un problème là. Donc nous, ce qu'on veut, c'est poser des questions qui vont l'amener uniquement sur les problèmes que nous, on peut résoudre. Et ça, je te le cache pas que c'est très très complexe. Ce que dit aussi le livre et l'étude, c'est qu'il faut pas poser des questions trop guidées. Par exemple, imaginons que je vends un programme, enfin imaginons, c'est la réalité, je vends un programme pour améliorer ta conversion et avoir des clients beaucoup plus rapidement et beaucoup plus qualifiés. Dans l'appel, je vais pas te dire, est-ce que la conversion de ta page de vente se situe entre temps et temps? Bon, bah là, c'est beaucoup trop guidé et le prospect sent que tu veux l'emmener sur un point qui, toi, t'arrange. Alors que, par exemple, si tu poses juste une question comme est-ce que tu as déjà analysé le taux de conversion de ta page de vente? Bon, bah là, tu poses juste une question où tu essaies de t'intéresser à ce qu'il a déjà fait pour résoudre ce problème et il va te dire oui. Bon, bah après le oui, s'il ne te livre pas en même temps le taux de conversion de sa page de vente, et bah tu réintroduis là combien de taux de conversion et ça paraît beaucoup plus naturel et dans le flow de conversation. Donc je pense que tu as compris ce que je veux dire. Ne pose pas des questions trop guidées parce que ton prospect n'est pas bête. Il va le sentir quand tu veux l'amener sur un point et ça peut vraiment te faire perdre un call et c'est très important de ne pas faire ça tout simplement. Ce que dit aussi l'étude, j'ai trouvé ça intéressant aussi, c'est que à cette étape-là où il va te livrer tous ses problèmes, il ne faut encore une fois
pas réagir. Nous ne réagissons en aucun cas à ces problèmes. En aucun cas, on va lui dire ah, tu as un problème de conversion, eh bien, je peux régler ce problème grâce à X ou Y méthode ou je ne sais quoi. Tu ne réagis pas. Là, le but, c'est vraiment de l'écouter, d'instaurer un climat de confiance, un climat vraiment professionnel, puisque c'est le but de cette technique et c'est ce que l'étude révèle, c'est tu vas avoir beaucoup plus de chances de convertir si pour l'instant tu ne réagis pas encore et que tu fais juste accumuler de la data. C'est aussi pour ça que je te conseille et que je te l'ai déjà conseillé dans d'autres vidéos d'avoir un livre pour noter tout ce que ton prospect va te dire parce que c'est très important. Et après, à ce stade d'implication et de need payoff, là tu vas pouvoir ressortir et réagir à tout ce qu'il va te dire et ressortir les informations qu'il t'a dites. Donc on ne réagit pas. En tout cas, selon l'étude de Spin Selling et selon le livre, on ne réagit toujours pas et on ne promouvoit toujours pas son offre à ce moment-là. Avant de continuer sur l'implication, les questions d'implication, j'aimerais te livrer un point bonus que trop peu d'entre vous font et ça va te permettre de poser des mots dessus et surtout de comprendre le processus. Ok, c'est le principe de implied needs et de explicit needs. Donc en français, ce serait les besoins implicites de ton prospect et les besoins explicites de ton prospect. Je m'explique. Le besoin implicite, c'est-à-dire que le prospect n'est pas conscient qu'il a besoin d'une solution rapide et tout simplement efficace maintenant. C'est-à-dire qu'il a des frustrations, il a des peurs, il a des obstacles, des barrières, il a plein de choses en lui, mais il n'est pas conscient qu'il a besoin de résoudre ce problème-là, d'accord? Et c'est le cas de la plupart des prospects quand vous êtes en appel avec eux, c'est qu'ils n'ont pas conscience des problèmes qu'ils ont et seul toi peux vraiment leur faire prendre conscience et aussi grossir un petit peu les problèmes, mais c'est à toi d'avoir ce rôle-là dans l'appel. Et donc, après, les besoins explicites, là, c'est vraiment le prospect. Il sait qu'il a un problème et surtout, il sait quelle solution il veut pour régler ce problème. Par exemple, un besoin implicite d'un prospect, dans ma situation pour le marketing, etc., ce serait que le prospect est frustré parce qu'il n'a pas 10 nouveaux clients tous les mois. D'accord, bon, il sait qu'il a un problème, mais il ne sait pas vraiment la solution, il n'est pas vraiment aware, il sait juste qu'il y a quelque chose qui le dérange dans sa situation. Et un explicit need, donc un besoin explicite, ce serait vraiment le prospect, il te dit j'ai un problème de conversion et c'est pour ça que je n'arrive pas à avoir plus de 10 clients par mois, plus de 10 nouveaux clients par mois, d'accord. Donc là, on voit bien la différence. J'arrive pas à avoir 10 clients par mois et je suis frustré. Besoin implicite, il n'est pas aware. Et j'ai un problème de conversion et c'est ça qui fait que je n'arrive pas à avoir 10 nouveaux clients par mois. Besoin explicite et donc le rôle du closer, le rôle du vendeur, c'est de transformer les implied needs en explicit needs. Ça, c'est vraiment le rôle du closer. C'est à toi de transformer parce que les prospects sont rarement aware et sont généralement dans l'implied needs dans les appels. C'est vraiment dans la majorité des cas, je suis sûr que tu t'en rends compte, là maintenant que je te le dis, tu te dis putain oui c'est vrai, dès que j'ai eu des appels, ils n'étaient pas vraiment conscients du problème qu'ils avaient, ou en tout cas j'ai dû leur faire prendre conscience qu'ils avaient un réel problème et qu'ils en avaient besoin maintenant de résoudre ce problème. Ce que dit l'étude et le livre à propos de ça, c'est que les questions d'implication et d'engagement vont vraiment te permettre d'augmenter la prise du conscience du problème de ton prospect. Ça va aussi, soyons honnêtes, te permettre d'augmenter la taille et surtout les conséquences que ce problème-là va avoir dans la vie personnelle et professionnelle de ton prospect. Mais c'est pas fini. Tu vas pouvoir aussi, avec les questions d'implication, augmenter la douleur que ressent ton prospect par rapport à ce fameux problème ou par rapport à ces fameux problèmes qu'il rencontre dans son business. Et pour finir là-dessus, ça revient à la prise de conscience, mais il va aussi comprendre l'impact que va avoir ces problèmes-là sur son business directement. C'est très important qu'il comprenne l'impact. Par exemple, justement, sans des questions d'implication, il pourrait juste savoir qu'il a un problème de conversion. Ok, oui, j'ai regardé, je sais que j'ai un problème de conversion sur mes stats, j'ai regardé. Ok, mais tu ne comprends pas ce que ça veut dire? Bah non, le prospect ne comprend pas. Ce que ça veut dire, c'est que si tu as un problème de conversion et un problème de marketing pour ton offre, eh bah, tu perds des milliers d'euros chaque mois. Et réellement, ces milliers d'euros-là vont à tes concurrents. C'est ça que ça veut dire. Ok, donc les questions d'implication et d'engagement vont permettre d'accentuer la douleur et surtout de grossir l'impact que va avoir le problème que ton prospect rencontre sur son business. Parce qu'en réalité, dans les appels de closing, tu peux rarement accentuer le coût de la solution. D'accord? Parce que la solution, c'est toi qui l'as et tu peux évidemment augmenter la valeur perçue, mais tu rencontres très vite quand même un plafond de verre. Alors que augmenter le coût du problème, d'accord? Augmenter le coût du problème, c'est beaucoup plus simple. Tu peux jouer sur la perte de temps, sur la perte d'argent potentielle, sur les risques de ne pas atteindre ses objectifs, sur la douleur qu'il va rencontrer à ne pas, je sais pas, faire 50K par mois. Et donc vraiment, en fait, c'est comme une balance, tu vois. Ici, tu auras le noyau central
Ici, tu auras le coût de la solution que tu peux difficilement augmenter parce que c'est toi qui as ça et donc ça va être la valeur perçue. Et ici, tu as le coût du problème. Et donc ici, tu peux rajouter plus un, plus un, plus un. Et donc là, après, la balance va descendre. Et donc, en mettant beaucoup plus lourd les coûts du problème, le coût de la solution va augmenter. C'est vraiment une histoire de balance. Si le coût du problème et le coût de la solution est au même niveau, ça paraît pas très rentable du coup d'acheter une solution. Alors que si tu mets beaucoup plus de poids sur le coût du problème avec la perte de temps, la perte d'argent, les frustrations que ça va engendrer, et bien tout de suite, hop là, le coût de la solution va totalement augmenter. C'est ça qui va te permettre d'augmenter la valeur perçue de ta solution. Et donc ça, c'est très intelligent et l'étude et le livre le démontrent bien. C'est vraiment cette histoire de balancier. Plus tu rajoutes du coût sur le problème, plus le coût de la solution, la valeur perçue de la solution, donc de ton produit, va augmenter. Aussi, il y a un petit truc que je voulais te partager, mais je ne savais pas trop où le caler, donc je vais le caler là. En gros, imagine, tu as une croix comme ça. Et pour poser des questions, tu vas avoir des questions qui vont instaurer de la confiance et des questions qui vont instaurer de la pertinence. Donc ici, ce serait, tu es au max de la confiance avec tes questions, ici, tu es au minimum, et ici, tu es au max de la pertinence, et ici, tu es au minimum. Ce qu'il faut, c'est rarement se trouver ici avec des questions non pertinentes et qui n'instaurent pas la confiance. Donc, par exemple, comme je te l'ai dit au début, des questions auxquelles tu aurais pu répondre tout seul simplement en faisant tes recherches. Bon, bah là, les questions sont très peu pertinentes et en plus, bon, tu n'as pas spécialement envie de faire confiance à une personne qui ne fait pas ses recherches. Alors que si au contraire, tu poses des questions très pertinentes et qui instaurent beaucoup de confiance, tu vas te retrouver ici. Et le but, c'est de se retrouver avec des questions tout le temps dans ce paramètre ici, et c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir closer beaucoup plus de ventes, et surtout facilement, et en plus entretenir après des bonnes relations avec tes prospects, parce que on n'en parle pas assez de l'after, on parle toujours de la vente, la vente, la vente, mais bon, si après ça se passe un petit peu mal, après le paiement avec tes prospects, bon, enfin voilà, c'est toujours mieux de bien s'entendre avec ses clients, je pense, en tout cas selon moi. Donc voilà, ça c'est un point sur lequel je voulais venir, mais je savais pas trop où le caler, donc au moins maintenant c'est fait. L'avantage aussi des questions d'implication, donc comme je te l'ai dit, ça va nous servir à augmenter la valeur perçue de ton produit, de ton programme, enfin de ton service, quoi, de ce que tu vends. Et du coup, en fait, ça va te permettre de te démarquer. Avoir des bonnes questions d'implication, je vais te donner quelques exemples tout à l'heure, enfin juste là, en fait, dans quelques secondes, mais ça va vraiment te permettre de te démarquer, comparer à tes concurrents. Et tout simplement, c'est bénéfique, toujours d'avoir ce truc en plus pour tout simplement permettre de faire plus de ventes. Et donc des questions d'implication, enfin t'en connais déjà plein, mais tu peux demander quel impact ça a ton problème de conversion sur ton business, ou alors quel est l'impact sur ton objectif global, ou alors est-ce que tu as déjà remarqué un impact à cause de ton problème de conversion. Des questions aussi qui vont te permettre de rebondir un petit peu plus et de creuser un peu plus la douleur. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je te montre les 5 erreurs fatales en closing, je t'invite à aller la voir, elle s'affiche quelque part ici. Donc des questions, ça pourrait être aussi est-ce que tu as un intérêt directement à régler ce problème de conversion. Toi, tu sais évidemment qu'il a un intérêt puisque c'est gagner plus d'argent. Mais au moins, ça permet d'avoir qu'il reformule lui-même son problème et surtout qu'il le dise. Est-ce qu'il y a un impact financier pour toi avec ce problème-là? Comment est-ce que X problème joue sur ton moral, joue sur ta frustration, joue sur l'atteinte de tes objectifs? Bref, il y a plein de questions comme ça qui vont servir à lui faire réaliser l'impact que ce problème a sur sa vie au quotidien. Et donc, pour refaire un petit point avec le livre, bah pour l'instant, je suis totalement d'accord. Pour l'instant, tout tient la route et pour l'instant, c'est une super étude qui a été menée et un super livre. Moi, personnellement, je peux te le dire maintenant, on arrive en fin de vidéo. J'ai adoré ce livre, c'est un de mes livres préférés. Il est très très pertinent. Tu commences à comprendre que non, effectivement, il n'est pas obsolète. Je t'invite à le lire, même si ici je te fais un résumé de ce qui a été dit, je t'explique les concepts. C'est toujours bien de se faire sa propre idée. Et encore une fois aussi, on est à la dernière étape du processus du spin selling. Et à cette étape-là, Neil Rackham et l'étude dit qu'on ne parle toujours pas de sa solution, on ne parle toujours pas de nous. Écoutez, je peux rien vous dire, c'est l'étude, j'ai pas encore eu le temps de faire moi mes tests à ma grandeur, à mon échelle, mais écoutez, pourquoi pas. En tout cas, l'étude en a conclu que c'était la meilleure façon de procéder pour des ventes en high ticket, des ventes complexes comme ils appellent ça. Donc, on fait confiance à Neil Rackham et à son étude qui a quand même coûté, je le rappelle, 9 putains millions d'euros. Actuel. C'est quand même énorme pour une étude, enfin c'est pas énorme pour une étude, mais quand même 9 millions d'euros de dépenser, c'est pas rien, tu vois. Bref, passons aux questions et à la dernière étape, need payoff. Concrètement, quel est l'objectif des questions need payoff et des questions de nécessité? Eh ben, c'est justement de faire comprendre au prospect la nécessité de la solution que tu as à lui proposer et tout simplement de lui faire comprendre que bon, bah, c'est maintenant quoi, il faut passer à la caisse et tu es d'accord avec moi que oui, tu as besoin de cette solution, donc passons à la caisse et avec le sourire, s'il vous plaît, monsieur. Selon l'étude, c'est aussi à ce moment-là que tu vas vraiment créer le gap entre sa situation actuelle et les résultats désirés. Moi, j'aime bien le faire avant.
Bon voilà, encore une fois, c'est le résumé du livre, et de l'étude. Donc moi, j'aime bien le faire avant, personnellement. Je crée le gap bien avant. Généralement, je crée le gap à la partie problème. Mais après, avec des questions de nécessité, tu peux évidemment accentuer ce gap-là, puisque il y a quand même eu toute cette étape-là en parallèle. Donc, c'est facile de refaire gonfler, de recréer un plus grand gap. Et les questions aussi de nécessité, elles vont te permettre évidemment d'augmenter la valeur perçue de ton programme, même si on l'a déjà fait avec l'implication et avec cette magnifique balance quand même. Mais ça va aussi te permettre d'augmenter la valeur perçue. Donc, concrètement, pour te faire un résumé, ici, c'est le contexte, les questions basiques. Ici et ici, on crée vraiment, on accentue sur la douleur, les frustrations, les problèmes qu'il rencontre. Là, vraiment, ici, c'est hardcore. Pour le prospect, ici, là, c'est l'enfer pour lui, d'accord? Il douille sa grand-mère. Et par contre, ici, dans les questions need, payoff et nécessité, là, on rentre au paradis. Après lui avoir fait vécu un putain d'enfer ici, là, on commence à lui faire projeter toutes les belles choses qui vont lui arriver, à lui faire projeter tous les bénéfices qu'il va avoir à rejoindre ton programme, blablabla, blablabla. Ici, c'est le monde des bisounours. Là, à ce moment-là, ton prospect, il kiffe. Et pourquoi c'est très intelligent de la part de cette étude, c'est que douleur, 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 juste avant le paiement, là, tu lui envoies full of dopamine. Son cerveau, il est trigger depuis le début en mode douleur. Et là, tu lui dis, mais mec, mais regarde, tout ce dont tu m'as parlé depuis le début, tout ça, ça peut être résolu et tu peux avoir 10 fois mieux avec cette solution-là. Et là, c'est le monde des bisounours. Ici, là, il kiffe et après, évidemment qu'il t'envoie la thune. Enfin, en tout cas, théoriquement, il t'envoie la thune. Concrètement, ce qu'il faut faire, c'est relier tout ce qu'il t'a dit ici, donc tous les problèmes, parce qu'encore une fois, tu ne réagissais pas ici pendant toutes ces étapes-là. Tu reprends tous ces problèmes-là qu'il t'a dit et après, tu les lis avec tes solutions. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais frustré et que tu avais du mal à avoir plus de 10 nouveaux clients par mois. C'est intéressant que tu me dises ça parce que justement, moi, mon programme, il aide les entrepreneurs comme toi qui vendent des produits ou des services en high ticket à obtenir des nouveaux clients chaque mois et ça de manière totalement stable et surtout de manière récurrente. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart des entrepreneurs et surtout la plupart des gourous sur Internet te vendent de l'acquisition. Mais en réalité, tu n'as pas un problème de trafic, tu as un problème de marketing. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On te fait ton marketing 100% à ta place et surtout sur mesure, qui va correspondre avec ton business, ton avatar précis, ton offre, ton produit, qui tu es. C'est super important aussi de retransmettre qui tu es. Donc, tout ça, on le fait à ta place. Et par quel biais? Par le biais d'une vidéo de vente, ce qu'on appelle une VSL plus communément. Tout simplement, cette vidéo de vente va te permettre d'avoir un taux de conversion supérieur à la moyenne. Pourquoi? Parce qu'en un minimum de temps, ton prospect va comprendre les bénéfices qu'il va avoir à rejoindre ton offre. On va appuyer sur les douleurs qu'il rencontre actuellement, le gap, comme on vient de le voir. Donc le gap, c'est quoi? C'est la situation dans laquelle ton prospect il est et la situation dans laquelle il désire. Par exemple, toi, tu es peut-être bloqué aux 10 000 euros par mois et tu souhaites aller aux 50 000 euros par mois. Et tu vois bien qu'entre les deux, il y a un putain de gap, que tu as du mal à avoir plus de 5 ou 10 nouveaux clients par mois. Et c'est pas comme ça que tu vas réussir à faire 50 000 euros par mois. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On te met en place un marketing sur mesure et ultra efficace parce que si tu le savais pas, j'ai pas encore le trophée, mais j'ai généré un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, d'accord, grâce justement à mes VSL, à ma vidéo de vente et à mes publicités. Et donc aujourd'hui, je permets aux entrepreneurs comme toi qui ont un gap énorme à franchir, je leur permets de franchir ce gap en un minimum de temps et surtout en un minimum d'efforts. Parce que comme je te l'ai dit, c'est moi qui fait ton marketing à ta place. Donc c'est tout simplement insane. Et évidemment, après, moi, j'ai rajouté un accompagnement sur mesure avec toi pour te permettre de résoudre tous les mini-problèmes que tu vas pouvoir rencontrer au quotidien, toutes les tâches que tu vas pouvoir faire. Bref, je suis vraiment, je t'assiste dans ton scale, tout simplement, et dans le franchissement de ce gap-là. Et après, bon, après, il y a plein de bonus, hein. Il y a de la ressource exclusive sur du closing, il y a évidemment de la ressource exclusive sur du setting. Je te livre un script de setting, je te livre un script de closing, je te livre aussi toutes mes techniques marketing. J'ai sûrement un intervenant que tu connais peut-être qui va venir pour nous expliquer un peu toute la partie ads, sur toute la partie media buying. C'est très important aussi pour faire exploser son business et faire des énormes chiffres. Là, autant te dire que si tu as une vaisselle qui convertit et des ads qui convertissent, c'est pas 50 000 euros que tu vas faire, c'est vraiment des plus gros chiffres. Bref, je pense que tu l'as compris. Si tu veux avoir accès à tout ça, il faut que tu cliques dans le lien dans la description. C'est super important. Je ne sais pas encore à l'heure actuelle si moi, personnellement, j'ai fini ma vidéo de vente pour te présenter tout ça. Si c'est le cas, je t'invite à la regarder. Elle est super bien. Si ce n'est pas encore le cas, bon, bah, ça ne change pas grand-chose aux choses que je peux t'apporter. Clique quand même sur le lien en description. Réserve un appel avec moi et je serai très, très, très content de te livrer tout ça personnellement. Maintenant qu'on en a fini avec ça, revenons au need payoff. Tu vois ce que je viens de faire, c'est un petit peu ce que tu dois faire dans un appel de closing en un petit peu moins court, peut-être en un petit peu plus dynamique et en un petit peu plus interactif. Là, on est en vidéo, donc malheureusement, c'est pas très interactif, mais en call de closing, c'est un peu ce que tu dois faire. Tu dois relier les douleurs de ton prospect et relier l'objectif et donc la solution que toi tu as. Comme je viens de le faire. T'es bloqué à 10K par mois, tu veux faire 50K par mois, il y a un putain de gap entre les deux. C'est pas actuellement que tu vas réussir à franchir ce gap. Comment tu vas réussir à franchir ce gap? Grâce à ma solution.
Factuellement, c'est vrai. Évidemment que tu es obligé de mettre du marketing pour vendre. C'est la base. Je veux dire, factuellement, depuis des centaines et des centaines d'années, qu'est-ce que tu as besoin pour faire de l'argent? C'est un bon produit et du bon marketing. C'est tout, putain, c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus, franchement. Tout le monde se prend la tête. Non, les gourous, ça ferait bien ce qu'ils font et ils te vendent des techniques obsolètes. Contrairement à Spin Selling d'ailleurs, qui est une super technique, là pour le coup, qui est intemporelle pour moi. Mais la plupart des gourous te vendent des techniques obsolètes et ils savent très bien ce qu'ils font, évidemment. Mais factuellement, un bon produit, un bon marketing, tu vends. Toi, tu as peut-être déjà un bon produit, mais ton marketing est mauvais. Parce que je suis sûr que tu l'as déjà entendu, mais si c'est pas le cas, tu peux avoir un excellent produit. Si tu n'as pas un bon marketing, ça se vendra pas très bien ou alors ça se vendra pas à la bonne échelle. Alors que, au contraire, tu peux avoir un produit, mais le pire produit du monde, et bah si tu as un excellent marketing, tout simplement, tu vas vendre comme un porc. Ok, je ne sais pas si c'est assez clair, mais en fait, le marketing, que tu aies un produit à chier ou pas, tu vends. Alors imagine si tu as un bon produit et une bonne offre plus un bon marketing, c'est insane. D'ailleurs, j'ai oublié de te le dire, mais oui, j'ai un concept que j'appelle l'offre universelle. L'offre universelle, c'est une offre qui peut s'attaquer à plusieurs niches, à plusieurs marchés et surtout à plusieurs avatars. Surtout ça, en fait, c'est une offre qui peut s'attaquer à plusieurs avatars. Donc c'est très, très, très puissant. Et donc, une offre universelle cumulée avec mon marketing, j'ai pas envie de dire presque assuré parce que voilà, j'aime pas, il n'y a rien qui est parfait dans le monde, il n'y a rien qui est à 100%, mais en tout cas, c'est évident que tes résultats vont être drastiquement augmentés, que ton chiffre d'affaires va drastiquement augmenter des semaines et des mois après avoir rejoint mon programme. Ceci étant dit, revenons à nos fucking moutons. La technique spin selling, c'est une super technique. Comme je viens de te le dire, elle n'est pas du tout obsolète. Les gens ont raison de se branler sur ce livre. Réellement, hein, c'est un super livre. L'étude est incroyable. Utilise cette méthode-là. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'aurais pu continuer un petit peu en te disant de faire des axes d'amélioration, enfin en te disant des axes d'amélioration pour la vidéo, mais c'est pas exactement le sujet de cette vidéo. Je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo, un peu plus intéressante et plus courte déjà. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à liker, commenter et à t'abonner. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu, c'est très important. Dis-moi si tu veux que je te fasse des reviews d'autres livres. D'ailleurs, en fait, j'ai prévu de te faire des reviews d'autres livres et de te faire des résumés sur d'autres livres. Dis-moi quel domaine t'intéresserait, même si je pense que voilà, c'est le domaine de la vente, du B2B, du marketing. Dis-moi en commentaire ce qui t'intéresserait. Like, commente, abonne-toi. C'était Lucas LB et on se retrouve pour une prochaine vidéo.